La question du jour, réveil à 7h15, puisque maintenant il est 7h15, le sommeil a ses limites, votre corps a ses limites, mais la planète aussi, comme le révélait une étude publiée dans la revue Nature jeudi, la 6e limite planétaire vient d'être franchie, celle concernant le cycle d'eau douce. Il y a quelques mois à peine, en janvier 2022, l'homme avait déjà franchi la 5e limite planétaire, celle de la pollution chimique. Au total, donc 9 limites sont élaborées. Il ne nous en reste plus que 3. Qu'est-ce qu'une limite planétaire et comment cette notion a-t-elle été conceptualisée? Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Vous êtes hydrologue fondatrice et présidente de Mayan, centre de recherche consacré à l'adaptation climatique. Que recouvre ce concept de limite planétaire qui est apparu en 2009 et qui a été précisé quelques années plus tard en 2015? En fait, ce concept, c'est l'idée d'un seuil à partir duquel, en fait, l'humanité ne risque pas de compromettre en fait les conditions favorables dans lesquelles elle a pu évoluer jusque-là. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une forme d'inertie, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des paramètres qui nous permettent de continuer à évoluer à peu près naturellement, sans rupture brutale. Sans rupture brutale d'un cycle, sans rupture brutale qui finalement va engendrer par effet domino un certain nombre de conséquences qui sont de l'ordre de l'inconnu et qui font que finalement on ne maîtrise absolument plus rien. Alors là, j'ai donné beaucoup de limites. J'imagine que ce n'est pas forcément évident de les comprendre. Si vous deviez faire une synthèse de ces différentes limites qui sont aujourd'hui connues, Emma Aziza. Alors effectivement, on a la première limite du changement climatique, je pense qu'elle est clairement aujourd'hui dépassée et on le voit avec les températures que l'on a actuellement en Inde ou au Pakistan. On a une limite en termes de biodiversité, notamment de répartition génétique de cette biodiversité, puisqu'on voit une chute drastique justement non seulement des espèces, mais de la multiplicité et de la variété d'espèces que l'on peut avoir, puisque à peu près partout sur les territoires, si ce n'est les territoires naturels, on contrôle de plus en plus, en fin de compte, les espèces avec lesquelles l'homme souhaite vivre. Et donc, on a d'autres perturbations qui sont essentielles parce que la nature est faite de cycles. Donc, vous avez le cycle de l'azote et le cycle du phosphore qui sont des cycles essentiels qui notamment interagissent avec la matière organique dans les sols. Vous avez notamment la modification de l'usage des sols. Donc, en fait, c'est tout un ensemble de paramètres mondiaux qui montrent que ce soit la biodiversité, donc animale, la faune, la flore, que ce soit les sols, que ce soit, si vous voulez, l'air, le sol ou bien encore l'eau, puisque là, il est question de cette limite de l'eau verte dans la catégorie de l'eau douce, puisqu'il y a l'eau bleue et l'eau verte qui constituent la catégorie de l'eau douce. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, là, il faut que vous distinguiez les deux, que vous nous expliquiez ce qu'est l'eau verte et l'eau... Et voilà, juste pour finir, pour vous dire qu'effectivement, à l'échelle planétaire, il y a un ensemble de 26 chercheurs qui ont essayé à un moment donné de se dire et si on réussissait à modéliser pour définir quel est le seuil à partir duquel on ne maîtrise plus rien. Alors, l'eau verte, l'eau bleue. Alors, l'eau verte, en fait, c'est l'eau qui est constituée dans nos sols. C'est une eau qui n'a absolument pas été considérée durant ces dernières décennies. C'est une eau qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise beaucoup mieux l'eau bleue, qui est située dans nos rivières, nos lacs, nos océans, nos rivières et nos lacs, les nappes phréatiques, à l'instar justement des océans qui constituent les eaux salées. L'eau bleue, c'est vraiment l'eau disponible douce à l'échelle planétaire. Elle est mesurable, cette eau, c'est-à-dire qu'on a des capteurs partout pour nous permettre de mesurer les débits en rivière, mesurer les niveaux des nappes phréatiques. Par contre, l'eau qui est située dans les sols, on ne maîtrise pas sa quantité. Et ce que l'on voit actuellement, c'est qu'avec ce changement climatique et cette augmentation des températures, on a une désertification en cours, une aridification qui se déroule au niveau des sols, donc qui atteint une des limites planétaires, justement, qui est la modification de l'usage des sols, et qui va engendrer directement cette quantité d'eau qui est inclue dans les sols. Mais Emma Aziza, on entend souvent dire que telle ou telle limite est franchie. Est-ce que pour l'eau, par exemple, il y a un consensus scientifique sur le fait que celle-ci serait franchie? Alors là, il ne s'agit pas d'un consensus scientifique. Il s'agit d'une étude qui met en évidence qu'à partir d'un certain nombre de paramètres, on a des seuils qui sont franchis. C'est un ensemble de chercheurs. Ce ne sont pas les chercheurs à l'échelle mondiale. Par contre, toutes les recherches à l'échelle mondiale montrent clairement qu'on est vers une aridification généralisée, globalisée
globalisé. Et ça se voit tout simplement parce que la répercussion, c'est la sécheresse. Et la sécheresse, aujourd'hui, elle touche tous les continents. Elle ne touche pas que la Californie ou l'Australie. Elle touche bien sûr l'Inde, l'Afrique. La Chine a vécu sa pire sécheresse l'année dernière. Mais l'Europe est en train de découvrir les sécheresses. Et les géants de l'eau, comme le Brésil et le Canada, sont notamment en train de découvrir qu'eux-mêmes sont extrêmement vulnérables à quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Et alors donc cette sécheresse, si je vous ai bien suivi, c'est une pénurie d'eau verte. Exactement, tout à fait. Donc cette pénurie d'eau verte, on la voit effectivement dans de nombreuses régions françaises, pas uniquement, hein, vous venez de le dire bien entendu. Une fois que cette limite est franchie, la situation est-elle irréversible? Parce que on se représente tout cela comme un cycle. Est-ce que c'est effectivement ce qui est en cours avec par conséquent un déséquilibre qui serait compliqué à rattraper? Alors, ce qui est sûr, c'est que on a une terre qui est extrêmement résiliente. Quand vous la laissez à l'état naturel et que vous laissez les cycles se reconstituer, elle retrouve un équilibre extrêmement rapidement. Par contre, il faut lui laisser le temps de cet équilibre. Et donc, quand vous regardez, par exemple, dans les textes anciens sur les bassins du Tigre ou de l'Euphrate, vous vous rendez compte que ce soit la péninsule arabique ou que ce soit l'Inde, vous aviez des civilisations extrêmement florissantes. Et donc, au fur et à mesure de l'usage agricole des terres, à force d'aller prélever en profondeur dans des eaux salées, on a salinisé les sols, on a au fur et à mesure perdu la matière organique. Et ça, c'était à une époque où on n'utilisait pas autant de pesticides que l'on utilise aujourd'hui. Parce que quand on salinise les sols... On modifie le pH, on modifie la structure, on modifie notamment la biodiversité des sols, et donc on modifie sa capacité à retenir l'eau. Et donc ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle planétaire, c'est que nos sols sont quasiment morts partout et ne retiennent plus les eaux. Et oui, morts parce qu'il n'y a plus de matière organique. Qui dit pesticides quand même... Qui dit pesticide, qui tue la peste. Donc en fait, on tue tout ce qu'il peut y avoir dans le sol. L'objectif est de faire pousser une culture. On est dans une logique de monoculture à peu près partout dans le monde au niveau de l'agriculture intensive. Et donc en fait, ce manque justement de variabilité empêche la capacité de résilience du sol. Et donc l'eau s'en va. Et lorsque l'eau s'évapore, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle sait faire de mieux? Eh bien l'eau, quand elle est dans l'atmosphère, c'est de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre sur la planète. On a tendance à l'oublier parce qu'on ne la mesure pas, mais elle réchauffe, elle a un pouvoir extrêmement réchauffant et donc elle accentue encore plus le changement climatique. Oui, parce qu'il y a une question, alors c'est une question très naïve que je me pose, Emma Aziza. Cette eau, lorsqu'elle s'évapore, elle ne disparaît pas, elle est en l'air, pour ainsi dire. Et donc, elle ne finit pas par retomber à un moment ou à un autre? Si, elle finit par retomber, mais elle retombe une semaine après. Et elle retombe en général sous la forme de pluie plutôt violente, donc avec des effets de ruissellement. Et donc, on retrouve en fait cette eau que l'on va prélever massivement dans toutes les masses phréatiques, les masses souterraines à l'échelle planétaire. Lorsque l'on prélève des millions et des milliards de mètres cubes d'eau, ou bien que cette eau disparaît de nos sols, elle réapparaît dans deux endroits, puisque l'eau se transforme en permanence mais ne se perd jamais. On la retrouve dans la vapeur d'eau, donc dans l'atmosphère, et donc elle accentue le changement climatique. Et puis, elle accentue notamment, elle a une part assez conséquente sur l'augmentation du niveau des océans, qui serait estimée à peu près à 30%. Donc, en fait, on voit qu'on change de réservoir, mais peut-être pas les bons pour nous au milieu, parce qu'effectivement, c'est notre propre régénération qui est au milieu et on est dans ce cycle. Merci Emma Aziza. Je rappelle que vous êtes hydrologue, fondatrice et présidente de Mayan, centre de recherche consacré à l'adaptation climatique. Il est 7h23 sur France Culture.